Depuis l'aube des civilisations, un seul maître a façonné le monde. Il a bâti des empires, déclenché des guerres, brisé des vies. Ce maître, c'est l'argent. Mais qu'est-ce que l'argent, au fond? Une promesse? Un bout de papier? Une poignée de pièces? Non. À l'origine, l'argent était une vérité éclatante. L'or. Rare, indestructible. Il incarnait la stabilité, la liberté, l'honneur. Les puissants le craignaient, car l'or ne plie pas devant leurs mensonges. Dans cette histoire, chaque once raconte une leçon, chaque promesse cache un danger. Plongeons dans un combat éternel, où l'or affronte le papier, où la vérité défie l'illusion. Imaginez un village d'autrefois baigné par la lumière d'un soleil brûlant. Pierre, un mineur, creuse la terre, chaque coup de pioche arrachant une pépite d'or à la roche. À côté, Jeanne, une tailleuse, coud un costume, ses doigts dansant sur le tissu, chaque point tissé avec soin. Une once d'or pour un costume. Un échange juste où le travail rencontre la valeur. C'est l'étalon or, un système où la monnaie repose sur un métal tangible, mesurable, incorruptible. L'or ne ment pas. Sa rareté garantit sa valeur. Sa brillance inspire la confiance. Mais l'or n'est pas parfait. Trop d'or, comme celui que Pierre extrait sans fin, inonde le marché. Les prix grimpent. Un costume vaut 2 onces, puis 3. C'est l'inflation, un voleur silencieux qui ronge la valeur. Et si l'or manque, les échanges s'arrêtent, les empires vacillent. Dans la Lydie antique, vers 600 avant Jésus-Christ, les premières pièces d'or ont vu le jour, frappées d'un lion rugissant. À Byzance, les marchands pesaient chaque pièce sur des balances d'orfèvre, défiant les fraudes des puissants. L'or était plus qu'un métal, c'était un gardien, un rempart contre l'arbitraire. À Constantinople, Léa, une commerçante, échange des pièces d'or contre des épices venues d'Orient. Chaque pièce marquée du sceau impérial est une promesse tenue. Mais que se passe-t-il quand la confiance vacille? Les empereurs, avides, commencent à mélanger l'or avec du cuivre. Les pièces s'allègent, la valeur s'effrite. Léa sent la méfiance grandir, les prix montent, les marchés tremblent. C'est la dévaluation, une leçon ancienne. Même l'or, s'il est manipulé, peut trahir. Si l'or, gardien de la vérité, pouvait être corrompu, que se passe-t-il quand il disparaît entièrement? Une nouvelle ère s'annonce, où un simple bout de papier prétend régner. Écoutons l'histoire d'un empire qui a osé abandonner l'or et en a payé le prix. Chine, XIIIe siècle. Sous la dynastie Yuan, un empereur audacieux change les règles. Fini l'or pesant, fini l'argent scintillant. À leur place, un simple bout de papier. C'est la naissance de la monnaie fiat, un terme savant pour une idée simple. Du papier, sans or ni argent pour le soutenir, imposé par la force d'un décret impérial. C'est l'argent créé par les banques centrales, comme les billets que nous utilisons. Refuser ce billet, c'est la mort. Wei, un marchand de soie, se tient sur un marché grouillant de Pékin. Il accepte ses billets, non par choix, mais par crainte. Les marchés s'animent, le commerce explose. La monnaie fiat semble magique. Légère, facile à transporter, elle promet la prospérité. Mais il y a un souci. Les empereurs impriment sans limite. Les presses tournent, les billets inondent le pays. Bientôt, le prix de la soie de Wei double, puis triple. L'inflation dévore tout. La confiance s'effrite. Ce qui était une promesse devient une illusion. La monnaie fiat repose sur un pari, la confiance. Sans or pour l'ancrer, elle n'est qu'un contrat fragile entre les puissants et le peuple. En Chine, ce contrat s'est brisé. Les billets, autrefois symboles de pouvoir, ne valaient plus rien. Wei, ruiné, regarde ses rouleaux de soie invendus. L'histoire de la Chine Yuan est une leçon. Quand les presses s'emballent, l'inflation suit et la confiance s'effondre. Mais la Chine n'était qu'un début. Si un empire aussi puissant a succombé au piège du papier, que dire d'un monde nouveau, avide de liberté? Traversons les océans vers les colonies américaines, où un autre papier-monnaie, les Continentales, va semer le chaos. Amérique, 1775. Les colonies se soulèvent contre l'Empire britannique, mais la liberté a un coût. Sans or ni argent, le Congrès imprime des billets, les Continentales. Promesse d'une nation naissante
Ces billets doivent financer la guerre. Mais sans métal pour les soutenir, ils reposent sur une base fragile. Hans, un fermier de Pennsylvanie, accepte ces billets pour son blé. Au début, ils circulent, les soldats mangent, l'espoir grandit. Mais le Congrès imprime sans relâche. En 1779, un boisseau de blé vaut 10 fois plus de Continental qu'un an plus tôt. Les prix explosent. Hans refuse les billets, préférant troquer son blé contre des outils. L'inflation galopante transforme les Continental en papier sans valeur. Une expression naît. Ça ne vaut pas un Continental. Pourquoi cet échec? La monnaie fiat, comme en Chine, dépend de la confiance. Sans or ni limite à l'impression, les Continental deviennent une plaisanterie cruelle. Les colons apprennent une leçon dure. Sans ancrage, l'argent n'est qu'une promesse vide. Mais comment rebâtir après un tel chaos? Alors que les colonies s'effondrent sous le poids du papier, une idée ancienne refait surface. L'or, gardien oublié, pourrait-il sauver une nation? 1787. Philadelphie. Les cendres des Continental encore fumantes, les pères fondateurs se réunissent. Ils savent que l'argent doit être solide, ancré dans la vérité. La Constitution des États-Unis déclare « Seuls l'or et l'argent seront monnaie légale ». C'est l'étalon or, un retour au métal, un rempart contre l'inflation. Thomas, un marchand de Boston, échange des pièces d'or contre du tissu anglais. Chaque pièce, frappée avec précision, porte la confiance d'une nation naissante. L'or stabilise les prix, relance le commerce. Les États-Unis prospèrent, portés par une monnaie que nul ne peut manipuler. Mais l'or est lourd, difficile à transporter. Les marchands comme Thomas déposent leurs pièces chez des orfèvres, recevant des certificats en papier. Ces billets, garantis par l'or, semblent inoffensifs. Pourtant, un nouveau piège se profile. Quand les orfèvres prêtent plus de papier qu'ils n'ont d'or, une ombre grandit. Le système des réserves fractionnaires. Europe, XVIIe siècle. Les coffres des orfèvres débordent d'or, déposés par des marchands comme Thomas. Mais une idée audacieuse germe. Pourquoi garder tout cet or enfermé? Willem, un orfèvre d'Amsterdam, remarque que peu de clients réclament leur or en même temps. Il commence à émettre des certificats en papier, promettant de l'or qu'il n'a pas entièrement. Ces certificats circulent comme de l'argent, stimulant le commerce. Willem prête plus de papier qu'il n'a d'or dans ses coffres. C'est le système des réserves fractionnaires. Les banques prêtent plus d'argent qu'elles n'en possèdent, créant de la monnaie à partir de rien. Une aubaine? Peut-être, mais un risque immense. Si trop de clients, comme Thomas, réclament leur or en même temps, les coffres de Willem sont vides. C'est une panique bancaire, un effondrement brutal de la confiance. En 1660 à Londres, ces paniques deviennent fréquentes. Les orfèvres, devenus banquiers, tiennent l'économie dans leurs mains et dans leurs promesses fragiles. Willem prospère, mais il tremble. Chaque certificat est une dette, chaque prêt un pari sur la confiance. Les marchands, séduits par la facilité, empruntent sans compter. Mais quand la rumeur d'une pénurie d'or se répand, la panique éclate. La leçon est claire, les réserves fractionnaires amplifient la richesse, mais elles sèment aussi les graines du chaos. Si un orfèvre peut créer de l'argent, que se passe-t-il quand des nations entières adoptent ce jeu dangereux? Plongeons dans une époque où les banques centrales prennent le contrôle et où le papier devient roi. Londres, 1694. L'Angleterre, épuisée par les guerres, manque d'or. Une idée radicale émerge, créer une banque centrale. La Banque d'Angleterre est fondée avec un pouvoir unique. Émettre des billets garantis non par l'or, mais par la couronne. Ces billets, imposés comme monnaie légale, changent tout. Une banque centrale n'est pas une simple banque. Elle contrôle la masse monétaire, prête au gouvernement et promet la stabilité. Mais à quel prix? Marie, une commerçante londonienne, accepte ces nouveaux billets pour ses étoffes. Au début, ils circulent sans problème, portés par la confiance en la couronne. Mais la banque imprime pour financer les dettes royales. Les prix grimpent doucement, puis rapidement. Marie voit le coût de ses tissus doubler. L'inflation, ce voleur familier, frappe à nouveau. La Banque d'Angleterre, censée apporter l'ordre, devient une machine à papier, amplifiant les dettes et les crises. Les banques centrales, comme celle d'Angleterre, centralisent le pouvoir monétaire. Elles promettent de réguler l'inflation, mais leur arme, l'impression de billets, est une lame à double tranchant.
Si une banque peut créer de l'argent, qui la contrôle? Les gouvernements? Les banquiers? Ou personne? Alors que l'Europe adopte ce modèle, un nouveau monde s'apprête à tester les limites du papier. Les États-Unis, à l'aube du 19e siècle. 19e siècle. Après les désastres du papier, le monde revient à l'or. L'étalon or devient la norme, des États-Unis à l'Europe. Chaque billet est convertible en or à un taux fixe. Cette discipline limite l'impression monétaire, freine l'inflation et restaure la confiance. Les nations prospèrent, le commerce international explose. Emma, une fermière du Midwest, vend son blé pour des dollars adossés à l'or. Chaque billet qu'elle reçoit est une promesse solide. Elle peut l'échanger contre du métal à tout moment. Les prix restent stables, ses économies grandissent. Mais l'or a ses limites. Il est rare, difficile à transporter et les mines ne suivent pas la croissance économique. Les banquiers, avides, commencent à émettre plus de billets que d'or disponible. Le spectre des réserves fractionnaires revient, menaçant l'équilibre. L'étalon or était-il une vérité immuable ou une illusion temporaire? Alors que le 19e siècle s'achève, une tempête se profile. La modernité va mettre l'or à l'épreuve. 20e siècle. Le monde change. Les guerres mondiales et les crises économiques secouent l'étalon or. En 1944, les accords de Bretton Woods lient les monnaies mondiales au dollar, lui-même ancré à l'or. Une semi-discipline, mais fragile. Les nations impriment, les dettes s'accumulent. John, un ouvrier de Détroit, gagne des dollars en 1960. Il croit en leur valeur, garantie par l'or. Mais en 1971, le président Nixon brise cette promesse. Le dollar n'est plus convertible en or. C'est la fin de l'étalon or, l'avènement du fiat total. Les prix grimpent, le salaire de John achète moins. Sans or, la monnaie devient une création illimitée des gouvernements et des banques. Sans l'or, que reste-t-il? Une confiance aveugle. Alors que le fiat domine, un nouvel outil émerge, plus insidieux encore. Les cartes de crédit. L'or a disparu, le papier s'est effacé. Au XXIe siècle, l'argent n'est plus qu'un mirage, un chiffre clignotant sur un écran. Dans les années 1950, une révolution éclate. Diners Club en 1950, puis American Express en 1958 ont introduit les cartes de crédit. Une promesse audacieuse. Acheter maintenant, payer plus tard. Sophie, une jeune professionnelle, glisse sa carte pour un café, un manteau ou un voyage. Pas de pièces, pas de billets, juste un geste. Mais chaque achat est une dette, un prêt créé par les banques, comme les orfèvres prêtaient de l'or qu'ils n'avaient pas. Ce système, appelé crédit renouvelable, repose sur la confiance. Et des intérêts écrasants, parfois 20% par an. En 2023, les ménages américains devaient 1000 milliards de dollars en dette de cartes de crédit. Si Sophie manque un paiement, sa dette explose. Les cartes ont libéré le commerce, mais piégé des millions dans l'endettement. L'argent moderne est-il une liberté ou une chaîne? Ce piège n'est qu'un écho d'une histoire ancienne. Que nous réserve l'avenir? Sans l'or, le monde navigue à l'aveugle. La monnaie fiat, libérée de tout ancrage, promet la liberté, mais sème le chaos. Allemagne 1923. Après la Première Guerre mondiale, le gouvernement imprime des marques pour payer ses dettes. Les billets inondent le pays et les prix s'envolent. Clara, une ménagère de Berlin, court au marché avec une liasse de marques. Hier, un pain coûtait 1000 marques. Aujourd'hui, 10 000. Demain, des millions. L'hyperinflation dévore ses économies. Clara brûle des billets pour chauffer sa maison, car ils valent moins que le bois. En 1923, un dollar américain vaut 4,2 trillions de marques. La confiance s'effondre, l'économie s'effrite. L'hyperinflation montre le danger du fiat sans limite. Quand les presses tournent, la monnaie devient poussière. Les années 1970 apportent une nouvelle crise. Après la fin de l'étalon or en 1971, l'inflation frappe les États-Unis. Les prix du pétrole explosent, les salaires se figent. Les banques centrales, censées contrôler le fiat, peinent à juguler l'inflation. Si l'or était imparfait, le fiat est-il une malédiction? Alors que les crises s'accumulent, un nouveau fardeau apparaît, la dette mondiale. Le fiat n'a pas de limite, mais il a un prix, la dette. Sans or pour freiner les presses, les gouvernements et les banques créent de l'argent à l'infini, mais chaque billet est une dette. En 2023, la dette mondiale atteint 300 trillions de dollars, un chiffre inimaginable. Les nations empruntent pour financer des guerres,
des infrastructures, des promesses. Mais qui paye? Miguel, un employé de bureau à Madrid, sent le poids de cette dette. Ses impôts grimpent pour rembourser les emprunts de l'État. À la maison, sa propre dette croît, près de l'immobilier, crédit voiture, tout est acquis sous forme de dette. Les banques prêtent sans fin, mais chaque euro emprunté est une chaîne. Les crises de 2008 et 2020 montrent le danger. Quand la dette s'effondre, les économies tremblent. Le fiat facilite l'emprunt, mais il enferme le monde dans un cycle de dette impayable. Si l'or était lourd et le fiat fragile, y a-t-il une alternative? Alors que la dette s'alourdit, des voix s'élèvent, rêvant d'un retour à l'or ou d'un futur numérique. Le fiat vacille, la dette étouffe. Certains rêvent d'un retour à l'or, mais d'autres imaginent des solutions nouvelles. Aïcha, une activiste à Bristol, utilise une monnaie locale, le Bristol Pound, pour soutenir les commerces de sa ville. Ces monnaies, ancrées dans la communauté, rejettent le fiat mondial. Mais elles restent marginales. Sans pouvoir d'émission centralisé, elles peinent à rivaliser avec les dollars ou les euros. D'autres regardent vers l'avenir, des monnaies numériques, libérées des banques centrales. En 2008, une idée mystérieuse émerge, le Bitcoin. Promesse d'une monnaie décentralisée, il séduit mais divise. Instable, spéculatif, il n'est pas encore une alternative viable. L'or, le fiat, les monnaies locales, le numérique. Quelle est la solution? Alors que le monde cherche des réponses, les leçons du passé résonnent. L'argent n'est jamais neutre. De l'or des empereurs aux billets des banques centrales, il est un levier de pouvoir. Victor, un banquier à New York en 2020, le sait bien. Il approuve des prêts, fixe des taux, influence des vies. Chaque décision renforce le contrôle des banques sur l'économie. Les banques centrales, comme la Réserve fédérale, créent de l'argent, financent des guerres, sauvent des marchés. Mais à qui profite ce pouvoir? Depuis Rome, où les empereurs dévaluaient l'or, jusqu'aux crises modernes, l'argent sert les puissants. Les billets fiat, imprimés sans limite, enrichissent les élites, tandis que l'inflation ronge les épargnes des plus modestes. Victor voit les chiffres. En 2023, les 1% les plus riches possèdent 50% des richesses mondiales. L'argent est-il un outil d'égalité ou une arme de domination? Alors que le pouvoir s'entrelace avec l'argent, une question demeure. Quel sera l'avenir de la monnaie? Où va l'argent? Le fiat vacille, la dette s'alourdit et l'or semble un rêve lointain. Liam, un entrepreneur technologique à Singapour, parie sur les monnaies numériques. Le Bitcoin, créé en 2008, promet une monnaie sans banque, mais ses fluctuations effrayent. D'autres, comme les monnaies numériques des banques centrales, émergent, contrôlées par les États. Liberté ou surveillance? Le choix est incertain. Certains appellent à un retour à l'or, un étalon tangible pour freiner l'inflation. Mais l'or est rare, inadapté à un monde numérique. D'autres imaginent des monnaies communautaires, comme celle d'Aïcha, mais elles restent locales. Quelle sera la monnaie de demain? Une blockchain décentralisée? Un fiat numérique contrôlé? Ou un nouvel or, encore inconnu? Alors que l'avenir s'écrit, une vérité persiste. L'argent est ce que nous en faisons. De l'or scintillant de la Lydie aux cartes de crédit du XXIe siècle, l'histoire de l'argent est un combat éternel pour la vérité. L'or promettait la stabilité, mais il était lourd. Le papier promettait la liberté, mais il a menti. Les cartes promettent la facilité, mais elles emprisonnent. Alors, où allons-nous? Vers un retour à l'or? Vers des monnaies numériques contrôlées par des algorithmes? Ou vers un nouveau piège, encore invisible? Une chose est sûre, l'argent n'est pas neutre. Il est le miroir de nos choix, de nos espoirs et de nos erreurs. Pierre, Léa, Wei, Sophie, leurs histoires nous rappellent que la valeur repose sur la confiance et la confiance sur la vérité. À nous de décider quelle monnaie nous façonnera demain. Car dans ce combat éternel, une seule question demeure. Choisirons-nous la vérité ou l'illusion ?